Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La guerre des gangs continue et la population en fait les frais. De nombreux habitants de Solino et de Nazon ont fui ces quartiers en raison des affrontements entre groupes rivaux pour le contrôle du territoire. Le Canada a déployé 2 navires de la Marine royale de classe Kingston en réponse à la demande d'aide d'Haïti. Ils effectueront des patrouilles de présence dans les eaux haïtiennes, incluant les eaux côtières et dans la baie de Port-au-Prince. Maria Isabel Salvador de l'Équateur vient d'être nommée au poste de représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, en remplacement de Hélène Lalime des États-Unis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Des groupes de bandits ont attaqué le jeudi 2 mars le quartier de Solino à Delma. Des résidents confirment que les bandits munis d'armes lourdes avaient lancé une offensive contre ces quartiers populeux et les zones avoisinantes. Des riverains rapportent que plusieurs personnes ont été tuées et des maisons incendiées. Aucun bilan, même partiel, n'est pour l'instant disponible. De nombreux habitants ont fui ce quartier. Toutefois, des résidents qui sont restés sur place expliquent qu'ils sont obligés de se mettre à l'abri des projectiles. L'assaut vise l'ensemble des quartiers entre Nazon et Solino. Depuis jeudi, les résidents ne cessent de lancer des appels aux forces de l'ordre pour bloquer la progression des criminels. Le publicitaire Ralph Théodore, surnommé Sexy, a été assassiné ce vendredi matin à l'avenue Pouplard. Notons que depuis plusieurs jours, le gang Crash et Diffé tente de s'emparer de cette zone pour emporter sur le Bel-Air. Rappelons enfin que Sexy, l'artiste, avait fait l'objet d'une invitation à la direction centrale de la police judiciaire pour ses liens présumés avec le gang 5 secondes de ISO. Comme l'avait annoncé le Premier ministre Trudeau, le Canada a déployé 2 navires de la Marine royale canadienne de classe Kingston en réponse à la demande d'aide d'Haïti au moment où la violence continue de s'intensifier au pays. Ils effectueront des patrouilles de présence dans les eaux haïtiennes, incluant les eaux côtières et dans la baie de Port-au-Prince. Comme annoncé, le Canada a tenu parole et a déployé dans les eaux territoriales haïtiennes 2 navires de la Marine royale canadienne, des navires de classe Kingston, en réponse à la demande d'aide d'Haïti. Pour commenter ce fait, nous avons avec nous ce soir, par visioconférence, le colonel Himmler Rébu. Bonsoir, colonel. Bonsoir à toi, Serge, et bonsoir à tous ceux-là qui assistent à cette intervention. OK, alors allons droit au but. En quoi cette initiative canadienne est-elle, ou n'est-elle pas, importante, et qu'est-ce que cela peut nous apporter sur le plan sécuritaire? Absolument rien. Le Canada est droit dans ses bottes, totalement dans son plan. Il avait d'abord envoyé le CP-140, qui est un avion avec les capacités, les caractéristiques techniques de pouvoir sonder les fonds marins. Ils sont totalement dans la continuité de l'action initiale. D'ailleurs, on avait dit que l'avion avait comme objectif d'embêter les bandits. Oui. Et d'apporter un support moral au peuple haïtien. Oui. On n'a pas eu d'effet, ça n'a pas effrayé les bandits, au contraire.
Oui. Et le peuple haïtien n'a rien ressenti comme support à l'action de cet avion. Tout naturellement, c'est un appareil dont les caractéristiques techniques visent à sonder les fonds marins et c'est un appareil spécifique pour les problèmes liés à la mer. Maintenant, continuant dans son programme privé personnel, le Canada a envoyé des navires. Donc très certainement, on va avoir des plongeurs qui vont sonder les fonds marins qui les intéressent. Ils vont s'occuper de leurs propres problèmes, pas des problèmes liés à la sécurité en Haïti. Et d'ailleurs, depuis la mise en place de leur cinéma, on a remarqué que les actes de banditisme se sont multipliés. Il y a beaucoup de parties du territoire qui n'étaient pas concernées par l'action des bandits qui le sont. Ouais. Il y a beaucoup plus de population à l'intérieur des quartiers de Port-au-Prince qui sont en fuite devant les espaces occupés par les bandits. Et il y a une multiplication des kidnappings qui se font en termes de 10 à 15 kidnappings par jour. Et ceci dans l'aire métropolitaine un peu partout sur le territoire. Donc, je ne vois pas en quoi on pourrait croire que ce qui se passe dans les eaux territoriales conduit par les Canadiens pour avoir un effet quelconque sur le problème qui nous préoccupe. Est-ce que vous pensez dans ce cas que cela peut avoir un rapport avec la lutte contre le trafic de drogue? Bon, je ne peux pas deviner. Je sais que les moyens techniques utilisés par le Canada sont liés à des problèmes qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain en Haïti. À moins qu'ils disent ou fassent autre chose. Oui. Bon, ok. Bon, on sait que le Canada traîne les pieds depuis le début. Quand le gouvernement haïtien a fait sa demande d'assistance militaire et internationale pour renforcer la PNH dans sa lutte contre les gangsters, les États-Unis, au départ, ont refusé et ont voulu refiler le bébé aux Canadiens. Mais le Canada ne semble pas prêt. Oui, on leur a acheté des engins blindés qu'ils ont mis du temps à livrer. D'une façon plus générale, colonel, êtes-vous partisan de cette intervention internationale militaire pour soutenir la PNH? Je ne peux pas être partisan de quelque chose qui n'existe pas. Non, mais si on vous demande votre avis, si on vous demande, êtes-vous prêt à soutenir une telle initiative, quelle est votre position? Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire et cela ne se fera pas. C'est un problème qui traîne depuis le 7 octobre 2022, où le docteur Ariel Henry, se cachant derrière ses ministres, a fait un appel à l'occupation, à une invasion militaire d'Haïti. Mais les actions militaires, on ne les entreprend pas sur une fantaisie, parce qu'on a envie de poser une action. Ce sont des actions généralement étudiées, calculées. Pourquoi? Parce qu'une action militaire n'est jamais à risque zéro. Les politiciens, dans leurs envolées, ou bien pour tromper, ou bien pour mentir, ou bien pour peut-être des fois de bonne foi, je me rappelle de cette députée qui avait dit que Haïti, les troupes seraient en Haïti le 10 janvier. Oui, je suppose au que plus c'est tard. Quelqu'un qui avait parlé. Voilà, c'est quelqu'un qui avait parlé de bonne foi, mais qui parlait de bonne foi d'un sujet qu'elle ne maîtrise pas. Il n'existe pas, suivant les conditions actuelles en Haïti, les données de terrain, une seule possibilité que des forces étrangères, américaines ou canadiennes, interviennent en Haïti. Sauf dans le cadre
de cover-up operation. Cela veut dire une opération qui pourrait monter pour faire semblant, pour faire comme si. Il pourrait, par exemple, faire venir 2 à 3 000 soldats qu'il aurait distribués sur le territoire haïtien. Et ça, je sais qu'ils ne vont pas le faire. Il pourrait essayer de faire ce qu'on appelle un cover-up operation. Cela veut dire faire intervenir 2 ou 3 000 soldats, les distribuer sur le territoire national, s'occuper des axes routiers et donner l'impression, donner le sentiment que la circulation des biens et des personnes est rentable. C'est la seule chose qu'il pourrait essayer de faire. Ça donnerait à la population le sentiment qu'il y a le rétablissement de la sécurité. Ça leur permettrait d'entrer dans le folie électoral. Je crois qu'ils ont comme préoccupation première créer les conditions pour faire des élections déjà faussées, déjà frauduleuses sur le papier et se débarrasser du dossier d'Haïti. Mais même le cover-up operation est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Et ce qui se passe actuellement dans l'occupation de plusieurs points du territoire est une réponse que les gens qu'on appelle des bandits, moi, très franchement, je dirais autre chose. Parce que les actions qu'on est en train auxquelles on est en train d'assister, qu'on vit en Haïti, ne sont pas des actions posées par des bandits. C'est impossible. Ce sont des actions hautement techniques, de quadrillage d'espaces territoriaux, d'occupation d'espaces territoriaux, et avec une force nouvelle, une orientation nouvelle dans cette phase d'étranglement qu'ils ont choisi de faire après avoir encerclé la baie de Port-au-Prince. Donc, c'est pour cette raison que les Américains ne viendront pas, les Canadiens non plus, parce que tout simplement le risque zéro n'existe pas et ils ont des données que je connais qui expliquent que le risque zéro n'existe pas et tant qu'ils ne sont pas absolument sûrs de ne pouvoir perdre un seul soldat sur le territoire haïtien, ils ne viendront pas physiquement. Bon, là, vous venez de lâcher une bombe pratiquement atomique, là, mon colonel. Donc, quand vous dites que ceux qu'on appelle les bandits ne devraient pas être appelés des bandits, comment faut-il les appeler? Mais écoutez, les bandits, ce sont des filous qui partent chercher de l'argent, qui posent des actes contre la population civile. On est à l'intérieur d'une série de groupes de personnes qui posent des actes de déguerpissement de population et d'occupation d'espace physique territorial. Ça a commencé avec Martissan, ça fait plus de 2 ans. Oui. Ils ont occupé la Croix des Bouquets, Canaan, là où est neuf. Donc, ce ne sont pas des actions de bandits. Ce sont des actions inspirées, décidées par des stratèges maîtrisant l'art militaire. Ce n'est pas une affaire de banditisme. Donc il ne serait que les soldats d'une espèce de cerveau maléfique qui aurait des visées de quoi faire. Parce que, comme vous l'avez dit, ça a commencé par Martissan, ensuite ça a été... Je ne connais pas le projet, ouais. Mais je constate des faits et il y a une manière de décoder ces faits-là, de les comprendre. Et l'accélération qu'il y a dans les kidnappings ces jours-ci a 2 explications. C'est pour renforcer leur système logistique et pour répondre à la peur de certaines personnes impliquées de près ou de loin dans ces activités par rapport au futur probable. Donc, il y a des gens qui se dépêchent de se faire un petit argent
pour arranger leurs affaires personnelles parce qu'elles sont impliquées dans l'infrastructure globale. Et il y a aussi les sanctions qui ont été prises, qui a amené une raréfication de l'approvisionnement en moyens économiques. Donc, les kidnappings en accélération. C'est une réponse classique et aux méfaits dans leur camp des sanctions et également aux inquiétudes liées à des événements qui peuvent survenir. Donc, ils sont en avance sur l'infrastructure gouvernementale. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un État qui existe, sinon on aurait vu les gens du gouvernement tenter quelque chose. Je ne leur demande pas de réussir, parce que quand on est responsable, on peut essayer des solutions. Mais ils n'ont rien essayé du tout. Ouais. Par exemple, on parlait tout à l'heure des blindés qui ont été commandés au Canada. Mais le Canada, par la voix de son ambassadeur, nous avait très bien dit que nous avons commandé des véhicules de transport de troupes. Et l'ambassadeur avait dit carrément et très clairement que ces véhicules-là ne peuvent en aucun cas nous aider à résoudre le problème de terrain que nous avons. Il l'avait dit. Donc je ne vois pas pourquoi nous voulons nous leurrer, nous crier, nous faire des illusions. Premièrement, nous achetons. Nous n'avons pas acheté ce qu'il fallait acheter. Deuxièmement, nous les achetons. On ne nous les livre pas. Ensuite, le commerçant qui nous les a vendus nous a dit carrément que ceci ne peut pas résoudre le problème que nous avons et nous insistons à croire qu'ils peuvent venir résoudre notre problème. C'est grave. Bon, essayons d'aller un peu plus loin, colonel. Qui, selon vous, est derrière ce plan macabre? Bon, je ne peux pas savoir. On pourrait poser la question aux États-Unis et au Canada. Parce que ce sont eux, ces deux pays-là, qui ont identifié des gens qui sont dans le trafic de la drogue, qui nous disent qu'ils ont identifié des gens qui sont dans des relations avec les criminels en Haïti et qui ont dévalisé Haïti, qui ont déposé les valeurs dévalisées dans leur économie. Et l'ambassadeur du Canada nous a même dit cette vérité cruelle que les valeurs qui ont été volées en Haïti et déposées dans les comptes qu'ils ont mis sous scellé, que ces valeurs-là ne seront pas remises à Haïti. Donc, je crois qu'on est à l'intérieur d'éléments supplétifs en Haïti qui ont travaillé pour le Canada et les États-Unis, qui ont dévalisé Haïti et qui ont déposé ces valeurs-là dans l'économie américaine et dans l'économie canadienne. Parce que le minimum de valeur morale voudrait demander au Canada de mettre sous scellé les biens de ces gens et de retourner ces biens à la République d'Haïti. Ils nous ont dit carrément qu'ils ne vont pas nous remettre ces valeurs et qu'ils vont au contraire travailler avec nous dans l'humanitaire pour nous donner 2 millions, 3 millions de dollars. Donc ils ont été très clairs avec nous. C'est nous qui nous créons des illusions. Yeah. Donc, si je vous suis bien, colonel Rébu, vous êtes en train de nous dire que nous sommes en pleine zone de non-droit, avec des gouvernements étrangers qui s'accaparent de biens qui devraient revenir à l'État haïtien, et même, en particulier dans le cas du Canada, ce non-droit a été dénoncé par certains organismes de défense des droits humains qui affirment que un pays étranger ne peut pas sanctionner des citoyens haïtiens sans leur donner, sans apporter la preuve de leur culpabilité, malgré leur demande. La première chose, dans ce cas précis, la situation que nous vivons nous rappelle qu'il n'y a pas de gouvernement en Haïti. Oui. Il y a des gens qui sont peut-être dans des positions de pouvoir. Parce que, normalement, ce serait aux autorités haïtiennes de
d'enquêter, de chercher à savoir qui a violé ou non les lois en Haïti. Bien sûr. Quand on serait dans la situation d'avoir des dénonciations faites par un gouvernement étranger, toutes les règles prévues demandent que le gouvernement local soit informé et ait en main les dossiers pour mettre en accusation en ce qui leur concerne ces personnes-là. Ce qui n'a pas été fait. Jusqu'à présent, le Canada et les États-Unis sont dans les rumeurs, dans les dénonciations publiques. Yeah. Parce qu'on ne peut pas porter de telles accusations contre des individus sans leur donner le droit minimum qui vaut en droit, celui de se défendre. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais de zone de non-droit. On est en plein non-droit international. Et les États-Unis ont pris certaines précautions, nous ont dit qu'ils ne peuvent pas dévoiler avec légèreté les noms des personnes parce que chez eux, ils ont des lois. Mais ça demanderait tout simplement qu'ils fassent le travail très sérieusement. Les gens qui mettent en accusation, que ceci soit documenté, que les gens aient la possibilité de se défendre et que l'État haïtien ait accès aux documents d'accusation parce que ce sont des crimes qui ont été commis sur le territoire haïtien. Exactement. Donc comme il n'y a pas de gouvernement en Haïti, il y a des esclaves qui ont choisi l'esclavage mental, d'abord qui ont choisi de se démettre des charges après lesquelles ils ont été, parce que quand vous mettez en place d'être ministre, d'être premier ministre, votre premier devoir c'est de protéger la population. Et face au désarroi de la population, la seule initiative qui a été prise par ces gens-là qui sont en position de gouvernement, c'est les amours et demander aux gens de venir dehors. Donc, et ça fait plus de 3 mois que nous sommes tous dans le ridicule. Et je vous dis, quand le 9 octobre, 2 jours après, j'avais publié un texte pour dire que les Américains n'allaient pas venir, que la communauté internationale n'allait pas intervenir en Haïti, c'est pas parce que j'avais fait un rêve. Et 3 mois après, on est encore dans cette balade, un dossier qui était au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui tombe au niveau de l'OEA, qui tombe maintenant au niveau de la Caraïbe. Donc on est dans... Pendant ce temps, les États-Unis n'ont pas stoppé leur commerce d'armes et de munitions venant vers Haïti. Le Canada continue d'avoir les biens gelés au Canada appartenant aux Haïtiens. Donc ça nous donne le sentiment que ce sont des pays qui ont envoyé, d'ailleurs, les gens qu'ils accusent ont été leurs serviteurs. Ce sont des gens à qui ils ont permis d'arriver dans des positions de pouvoir de manière frauduleuse. C'était des faux sénateurs, de fausses personnes, de faux employés au niveau des cabinets des ministres, de faux ministres. Donc finalement, ce sont des employés de ces pays-là qui ont volé, de faux présidents aussi, qui ont volé, qui ont déposé ceux qu'ils ont volé chez eux. Donc ce sont des partenaires. Maintenant, la souffrance du peuple haïtien, le Canada, les États-Unis n'en ont cure. Donc je crois que c'est extrêmement léger de croire que ce sont ces pays-là qui profitent du désordre en Haïti et puis qui viendraient encore casser leur propre business. Moi, je ne vois pas encore comment. Et ce que nous avons là est seulement un problème de gouvernance. Qu'est-ce qui peut expliquer que les États-Unis et le Canada continuent à vouloir garder un bonhomme accusé de possible participation dans l'assassinat du président de la République à le garder comme Premier ministre? Donc, c'est quelqu'un qui travaille pour les États-Unis et le Canada dans le désordre généralisé dont la population est victime.
Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, colonel, vous avez lâché plusieurs bombes de très gros calibre cet après-midi, mais revenons légèrement en arrière. Vous aviez commencé par dire qu'il n'y avait pas besoin d'une intervention militaire, que nous étions capables de régler cette question nous-mêmes. Croyez-vous vraiment que la PNH soit en capacité aujourd'hui de faire face à tous ces gangs qui n'arrêtent pas de se multiplier, de Martissan à la Croix-des-Bouquets en passant par Canaan, et maintenant La Boule avec Timacac, et maintenant encore Fort-Jacques avec Vitellum? Vous croyez vraiment que la PNH a la capacité en matériel, en hommes, de faire face à ces gangsters qui, eux, ont des armes de guerre en leur possession? Évidemment que non. Mais la police nationale d'Haïti fait tous les jours le travail pour lequel elle est préparée, elle est entraînée. La police fait son travail, le travail qu'elle peut faire, qu'elle sait faire, elle le fait tous les jours. Et pour cela, il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que non seulement ils risquent leur vie, mais parfois ils la perdent. Et il faut vraiment dire respect. J'ai beaucoup de respect pour les policiers que je vois, que je rencontre dans la rue en uniforme aujourd'hui en Haïti. Absolument. Ce sont des gens qui ne serait-ce que porter l'uniforme et être dans les espaces publics, c'est un risque qu'ils courent. Donc ce sont des sacrifiés. Ils n'ont pas, la police nationale d'Haïti n'a pas le support du gouvernement, parce que le gouvernement ne leur donne pas les moyens, le matériel pour faire le travail qu'ils savent faire, et le gouvernement ne peut pas prétendre ne pas savoir, parce que ça fait combien de mois que je dis qu'un problème de territorialité ne peut être résolu que par des militaires. Et c'est parce qu'ils en sont conscients qu'ils ont demandé une invasion militaire. Mais ils n'ont pas demandé un renforcement de la structure militaire qu'on a en Haïti. Et c'est la seule solution. C'est la seule solution. Les étrangers ne viendront pas d'ailleurs, la patate chaude, vous avez vu comment ils se sont amusés avec. À la balle-balle, ils jouent. Parce qu'ils ne peuvent pas venir. Ils ne viendront pas. Ils ne peuvent pas venir. Maintenant, est-ce qu'il faut laisser le problème sans solution? Non. La première chose qu'il faut résoudre le problème de gouvernance. Si les gens qui sont aujourd'hui premiers ministres ou ministres ne sont pas des criminels, ils sont au moins des incompétents absolus ou bien des gens qui ont un mépris total pour la souffrance de la population. Dans les trois cas, ils ne sont pas à leur place. Maintenant, c'est un problème d'abord de gouvernance. D'ailleurs, l'infrastructure économique qui fait rouler cet argent énorme des kidnappings, cet argent énorme pour l'achat des armes et des munitions. Vous pensez vraiment que ce sont les gens que vous appelez des bandits dans les rues qui gèrent tout cet argent? Évidemment que non. Mais si vous posez la question aux États-Unis et au Canada, ils vont pouvoir vous répondre. Le poisson pourrit toujours par la tête. Les problèmes auxquels la population fait face aujourd'hui, ce sont des problèmes qui se passent au niveau de l'État, au plus haut sommet de l'État. Entre ceux-là qui sont à la tête de l'État et les mafieux nationaux, tant internationaux, qui sont dans le trafic de l'argent. C'est le problème que vous vivez dans les rues ne se trouve pas dans les rues. C'est au sommet de l'État, au plus haut sommet de l'État. Par action ou par omission. Par action ou par omission. Donc, tant que nous ne changeons pas de gouvernance, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas résoudre ce problème. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un cinéma qu'ils peuvent faire. On peut créer la sensation que la sécurité est rétablie pour pouvoir avoir un faux CEP. D'ailleurs, on a déjà un faux, comment on appelle ça, la cour de cassation, une fausse cour de cassation. Illégale sous toutes les coutures. Que n'importe quel étudiant en droit en deuxième année devant un tribunal normal peut faire casser toutes les décisions prises par des gens qui ont été illégalement nommés. Parce que les règles de droit sont les règles de droit. Maintenant, est-ce que nous allons faire partie de ceux-là qui se plaignent sans vous poser des solutions? Ce n'est pas mon tempérament.
Un, il faut, dans ce désert légal qui a été créé par le président Jovenel Moïse, parce qu'il y a des conseillers qui lui avaient fait croire que la République pouvait être dirigée seulement avec des décrets pris sur des pulsions animales. C'est comme ça qu'il faut appeler ça. On a vu que ce n'était pas possible. Maintenant qu'on est dans un désert juridique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un congrès. Il faut un congrès où les forces nationales se réunissent, tant du point de vue social, du point de vue politique, que du point de vue économique, se réunissent pour donner une feuille de route des décisions dans chaque domaine, dans le domaine de la justice, dans le domaine des forces de sécurité, dans le domaine des renseignements. Est-ce que vous pouvez imaginer un pays où la personne qui est responsable de la gestion du renseignement, vous le connaissez, Serge? Vous ne le connaissez pas. Qui est aujourd'hui responsable du renseignement? Comment un pays peut vivre sans une infrastructure d'intelligence et de contre-intelligence? Les gens qui sont au pouvoir ne sont pas des imbéciles. Ils savent très bien ce qui devrait être fait. J'ai rencontré le Premier ministre et il ne peut pas dire que je mens parce que je lui avais dit tout ce qu'il devait avoir comme infrastructure organisationnelle pour faire face à la situation. Ça fait près de 2 ans. Donc, il a fait des choix en fonction de ceux-là qui doivent lui donner ou non l'autorisation d'agir en faveur de la population. Donc, il a fait le choix d'agir contre les intérêts de la population et c'est un choix criminel et ce n'est pas accidentel. Parce que je me suis posé ce d'abord, nous cherchons un imbécile en Haïti, c'est pas Ariel Henry, nous n'avons pas le droit. Donc, c'est quelqu'un qui est très politique, donc, et il a fait des choix. Il a fait des choix. Et les gens qui sont assassinés, les gens qui sont défaits de leurs biens, de leurs possessions, qui sont défaits de leur économie, c'est de la responsabilité du docteur Ariel Henry et de ses ministres. Waouh, waouh, waouh. Ah, eh bien, le bombardement continue, si j'ai bien compris. Bon, malheureusement, colonel Rébu... Je ne fais que dire la vérité la plus simple qu'il y a. Ce sont des gens qui ont décidé d'imposer cette souffrance-là à la population. Pour quelle raison? Je ne sais pas encore. Probablement pour pouvoir faire une mise en scène pour garder le pouvoir, pour pouvoir se protéger après avec un autre pouvoir criminel tiré, venu des urnes. C'est ce qu'on nous promet. On remettra le pouvoir à des élus. Il n'y a pas une seule condition pour qu'on puisse réaliser des élections. Je ne dis même pas de bonnes élections, des élections tout simplement. Donc, le projet, c'est garder la population de cette souffrance morale, de cette angoisse, arriver à mettre d'autres coquins en place. D'ailleurs, on en a trouvé pour mettre à la Cour de cassation. Donc, c'est le système judiciaire qui est en train d'être perverti pour justement, avec l'espoir d'amener ces juges-là dans un temps futur. Il y a un juge qui avait dit ça, et on considère qu'il va aller pas faire ça encore. C'est ce type de juge-là qu'on veut avoir pour pouvoir effacer toutes les tribulations, tous les torts, tous les massacres, tous les assassinats qui ont été faits sous le commandement de ces gens qui sont au pouvoir. Là, malheureusement, colonel Rébu, et bien que personnellement j'aurais aimé continuer et approfondir encore cette interview, malheureusement le temps nous fait défaut et on va devoir mettre un terme. J'espère qu'on aura l'occasion de reprendre et de continuer cette discussion parce que comme je l'ai dit, là vous avez au fond plongaillé et comme on dit, quelques mots de conclusion, on vous écoute. C'est bon. Moi je crois qu'il faut aujourd'hui tenir compte de l'appel lancé par le professeur Maître Osner Féville pour un congrès national où tous les dossiers de l'État seront discutés et une réorientation de la nation
Et pour le problème de l'insécurité, qui est un film qui nous est imposé, sera résolu par les forces nationales avec le support technique des États-Unis, du Canada, parce que le niveau atteint par la situation demande des décisions techniques dont Haïti ne dispose pas pour le président Carter. Mais si les États-Unis et le Canada veulent vraiment aider, ils n'ont qu'à rencontrer les techniciens haïtiens capables de courir le risque de mettre en danger leur vie pour pouvoir résoudre ce problème, parce qu'il y en a beaucoup parmi eux qui ont été préparés par l'État haïtien. Ils ont le devoir aujourd'hui de faire ce sacrifice. Eh bien, on va conclure sur cette dernière phrase en constatant, comme vous l'avez dit dans le cours de cette interview, colonel Rébu, que vous ne vous contentiez pas seulement de dénoncer ce qui n'allait pas, mais que dans le même temps, vous aviez toujours quelque chose à proposer, et vous venez de le faire en reprenant donc la proposition de Maître Févry. Eh bien voilà, merci infiniment du temps que vous avez passé avec nous. Merci d'avoir, comme vous le faites toujours, utilisé votre franc-parler, sans retenue et sans langue de bois. Et puis voilà, eh bien j'espère qu'on aura l'occasion. Ça a été un plaisir. Voilà, c'était l'ex-colonel Himmler Rébu qui, à partir du geste des autorités canadiennes d'envoyer 2 navires de guerre dans les eaux territoriales, a débordé sur toute la question de sécurité et, comme je le disais, a lâché quelques bombes bien ciblées. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme María Isabel Salvador de l'Équateur au poste de représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU. Mme Salvador succédera à Mme Hélène Lalime des États-Unis. Elle a été présidente du conseil d'administration des Galapagos, représentante permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des États américains, membre du Parlement andin, ainsi que ministre des Affaires étrangères, du Commerce et de l'Intégration et ministre du Tourisme de l'Équateur. Elle possède également une vaste expérience en gestion dans le secteur privé, ayant été directrice générale et représentante légale d'Air France en Équateur. Elle est actuellement directrice des relations extérieures à Universidad de las Américas en Équateur, poste qu'elle occupe depuis 2015. Madame Salvador est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Andrés Bello du Chili et de l'Universidad Europea de Madrid en Espagne et d'une licence en langue et civilisation française de l'Université de Genève en Suisse. Elle termine actuellement un diplôme en droits humains et de la nature en Équateur. Outre l'espagnol, sa langue maternelle, elle parle couramment l'anglais et le français. Le bureau de communication de la primature informe qu'en Conseil des ministres jeudi, les dimanches 5, lundi 6 et mardi 7 mars 2023 ont été décrétés jours de deuil national en mémoire du Premier ministre Gérard Latortue, décédé le 27 février aux États-Unis. Durant ces 3 jours, le drapeau national sera mis en berne, les stations de radio et de télé programmeront des émissions et de la musique de circonstance. Le bureau de communication souligne à l'attention du public que ces 3 jours ne sont pas chômés et qu'en conséquence, l'administration publique, le commerce, l'industrie, les écoles fonctionneront comme à l'ordinaire. Le groupe de support contre le cancer, GSCC, a repris ses activités. Cette organisation à but non lucratif, qui a passé 20 ans dans la sensibilisation et l'accompagnement des personnes atteintes de cancer, annonce la réalisation prochaine de tout un ensemble de projets. Suivez les explications de Nathalie Fièvre-Bélizaire et de Cherline Charles.
campagne a fait du 8 au 31 mars. On a lancé le jour international de la femme, des droits de la femme, donc y compris les droits à la santé. C'est jour fête métropole tout. Exactement, c'est jour métropole tout. On a lancé le jour ça et campagne a fait dans une cinquantaine de sites. Une cinquantaine de points, c'est nous-mêmes qui pouvons déplacer, qui pouvons joindre Mounio, en pile l'école et diverses autres institutions. Donc, nous pouvons passer au moins 2 heures de temps avec chaque monde dans chaque côté pour nous parler de cancer, pour nous parler à qui ça pour faire attention. C'est ça, dans des écoles, dans des églises aussi? Oui, dans des églises, et nous aurons des églises, pas cette fois-ci, mais c'est dans notre calendrier. Les églises, les universités, ok. Pour le moment, nous avons pour nous visiter en péristyle, ok. Et nous avons pour aller dans l'église catholique et l'église protestante dans le futur. Mais cette fois-ci, vraiment, avec l'école, vraiment, nous avons en bonne quantité. Donc, et c'est pendant tout le reste mois, 21 jours. Donc, visiter 50 sites en 21 jours, c'est beaucoup. Ça est important parce que nous avons un pile patient qui était senti un petit boule dans la tête, qui a un docteur. Et là, on fait examen pour eux, on fait test, on fait biopsie, on vient vérifier que vous avez un cancer. Et il y a qui fait choix à la caillou. Ils disent dans le pays, moi je maman. Et des fois nous comprenons ça veut dire et nous qu'on essayer des bagages naturels, ça que nous pas dit qui est mauvais parce que en pile médicaments nous connaissons à base de plantes naturelles que on fait. Mais pour cancer là, son bagage est tellement agressif, il y a un traitement agressif tout. Les affaires là moun yo prend traitement cancer là ouais cheveux au tomber, ouais moun maigri, c'est parce que cancer là faut attaquer le fond. Donc eh bien pile nan moun ça yo kon soit aller kay un bon corps ou bien aller dans l'église bah prier pour yo, nous pas dire moun yo pas prier parce que nous connaissons bon Dieu qui a fait toute bagaille, mais pendant n'a suivre voir que nous croyons, mais n'a suivre tout ça scientifique dit parce que n'a prié, mais n'a prend chimio. On a prié, mais on a pris médicaments, on a prié, on a fait opération, on a enlevé sein, on a coupé tête. Parce que c'est ça qui est la plus bonne solution pour nous. Et c'est ça que fait nous faire ça dans tout domaine. Nous faisons ni dans l'église, ni dans l'école. Et spécialement l'école, nous faisons ça. Ça, c'est l'école classique. C'est à partir de classe 3e que nous avons suivre le programme ça pendant le mois de mars. C'est surtout parce que nous avons pile cas, c'est des jeunes. Le plus souvent, c'est le son kiss. Parce que ce n'est pas toute boule. Vous voulez attirer l'attention sur ça, ce n'est pas toute boule qui est cancer. Si mon a senti un bail, va vous dire oui, il y a cancer. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que c'est une investigation qui peut montrer qui s'allie exactement. Assez souvent, mon yo connaît kiss et kiss yo ka fon. OK, il y a des kiss qui pas capable qui obligé opérer pour retirer mais il y a des kiss qui ka fon. Donc yo bon bagay adéquat pour ça et peut-être si vous mettez de local ça yo peut-être des ka marcher. OK, Wendell, mais c'est ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé et restez informés. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.